Bonjour. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ce webinaire. Il est 11h31, donc on se laisse encore une petite minute, histoire que tout le monde nous rejoigne pour démarrer. N'hésitez pas dans le chat à nous dire qui vous êtes et quelles entreprises vous représentez. Voilà, ça laisse le temps à tout le monde de se connecter. Et on va démarrer dans une minute. Eh ben, il est 11h32, je vous propose qu'on démarre tout de suite. Donc bonjour, une nouvelle fois, on est ravis que vous soyez avec nous ce matin pour passer une heure à parler d'un sujet qui nous tient beaucoup à cœur chez Commit, qui est le mécénat de fin de carrière. Et donc avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-être quelques infos pratiques sur l'interface qui va vous accompagner pendant ce webinaire. Rien de compliqué, en gros vous avez 3 boutons qui peuvent vous être utiles en bas à droite de votre écran, un bouton chat qui vous permet d'échanger entre vous, de nous faire remonter s'il y a des petits sujets ou des petits bugs techniques ou surtout pour réagir. Le deuxième, c'est le bouton questions qui vous permettra de poser vos questions. Et le troisième, c'est le bouton sondage qui vous permettra de répondre à 2 sondages qu'on vous proposera au cours de cette session. Donc, comme je le disais, rien de très compliqué. Et d'ailleurs, on va commencer tout de suite avec une petite question, histoire que vous puissiez tester ce module sondage, parce qu'on aimerait en savoir un peu plus sur vous, et notamment où est-ce que vous en êtes avec le mécénat de fin de carrière. Donc, question très simple qui va apparaître pour tout le monde. Première réponse, je découvre aujourd'hui. En gros, vous êtes novice et vous venez vraiment explorer le sujet. Deuxième élément de réponse, je suis en réflexion. Et donc là, vous avez déjà commencé à y réfléchir en interne et vous souhaitez creuser peut-être certains sujets. Et troisième réponse possible, je suis déjà lancée et donc j'imagine que vous êtes intéressé peut-être par entendre ce que font d'autres entreprises. Et donc, c'est pour nous aussi très intéressant de savoir un peu où vous en êtes pour voir et peut-être calibrer certaines des réponses qu'on vous proposera après. Et on va regarder en live ce que ça donne. Et donc, c'est assez tranché, assez marqué, et ça confirme le fait que vous soyez nombreux et nombreuses ce matin, parce qu'on a plus d'une centaine de personnes qui seront avec nous. Vous êtes beaucoup à découvrir le sujet aujourd'hui. Un petit tiers qui est en réflexion, donc ça donne aussi un peu la tendance, et sur le fait que c'est un phénomène qui monte en puissance. Et puis, voilà, un peu moins de 15% déjà lancé. Donc, on sera aussi peut-être très preneur de vos réactions et ou de vos regards dans le chat, surtout n'hésitez pas. Donc, merci beaucoup pour ce petit test sondage, et on voit que tout le monde le maîtrise plutôt bien. Donc, on va commencer tout de suite avec nos deux intervenantes. Donc, merci beaucoup à Isabelle et Françoise d'être avec nous et d'être nos super grands témoins pour ce webinaire. Donc, Françoise, bonjour. Tu es responsable avantages sociaux chez Naval Group et merci d'être avec nous. Bonjour à tous. Ravie d'être avec vous. Pardon, super. Et on a aussi Isabelle, qui est responsable d'engagement des collaborateurs chez Groupe ADP. Merci de ta présence. Bonjour à tous et merci à vous. On va commencer tout de suite. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet et peut-être avec une première question pour chacune d'entre vous, mais qui est
vos entreprises ont déjà mis en place ce dispositif depuis quelques années. On reviendra dessus après, vraiment très en détail. Peut-être juste nous partager l'élément déclencheur. Qu'est-ce qui a été à un moment donné l'élément game changer qui vous a fait vous lancer? Et peut-être on commence avec toi, Françoise, et Naval Group. Avec plaisir. En fait, l'élément déclencheur, c'est une réflexion dans le cadre de notre accord GPEC sur comment accompagner les collaborateurs en fin de carrière et une rencontre avec le responsable bénéfice, en l'occurrence de Nestlé, qui m'a parlé du mécénat de compétences et en parallèle, une amie qui, elle, utilisait le mécénat de compétences puisque responsable d'une association et qui m'a mis donc en contact avec Commit. Ça a été vraiment, c'était assez amusant, c'était vraiment l'élément déclencheur, l'accord GPEC, la rencontre avec Nestlé et la discussion avec mon ami sur mais comment on le met en place dans les entreprises. Ok, donc un bon alignement des planètes, quoi. Exactement. Il fallait y aller. Merci beaucoup. Et Isabelle, pour toi et pour le groupe ADP, comment ça s'est passé? Alors nous, c'était exactement en fait ce qui a présumé de la création de notre direction de l'engagement citoyen, c'est-à-dire que c'est venu du besoin d'une association partenaire, en l'occurrence, pour rendre à César, Aviation sans frontières, qui est une association avec laquelle on a beaucoup œuvré en termes de mécénat, quel qu'il soit. Et voilà, c'était un besoin. Et il se trouve qu'on est en train de structurer la direction de l'engagement citoyen au sein du groupe ADP. Auparavant, c'était plutôt géré par notre fondation d'entreprise, tout ce qui était mécénat de compétences. Et voilà, on savait qu'il y avait un besoin. On a regardé comment faire pour satisfaire ce besoin avec effectivement les compétences de nos collaborateurs qui sont nombreuses. Ouais. Peut-être nous rappeler justement combien de collaborateurs chez ADP? Combien en tout Aujourd'hui. Aujourd'hui, 6 000 collaborateurs. Ok. Et chez Naval, Françoise? 17 000 à peu près. Ok. Merci beaucoup. Ça nous donne à peu près quand même la taille et la dimension de vos entreprises et donc des dispositifs qui ont été mis en place. Alors, merci beaucoup pour ce premier petit tour de piste. On va voir vos deux cas spécifiques juste après. Mais maintenant, on aimerait encore une fois faire appel à vous et vous sonder. Et donc, on va réutiliser notre module de sondage avec une deuxième question. Parce qu'aujourd'hui, même quand on ne connaît pas le dispositif, si on s'y intéresse, ça veut dire qu'on en a entendu parler. Et là, ce qui nous intéresse, c'est de voir un petit peu quelle serait votre motivation principale pour déployer le mécénat de fin de carrière. En gros, là, on en a mis 6. Bien évidemment, dans la vraie vie, il y en a sans doute plusieurs qui vous parleraient. Mais là, on vous propose de ne choisir qu'une seule réponse parce qu'on a envie de pousser un peu le curseur et de marquer la tendance. Donc, regardez les 6 propositions. En gros, le premier élément de réponse qu'on vous propose, c'est pour tout simplement valoriser les savoir-faire de mes profils seniors parce qu'il y a des compétences à transmettre. Deuxième sujet, ça pourrait être de traiter de manière positive des fins de carrière parfois délicates. On peut avoir des collaborateurs ou tristes qui sont peut-être plus à l'aise dans une certaine organisation, un certain environnement ou autre. Renforcer l'attractivité de ma marque employeur. Donc là, c'est plutôt dans une logique d'exemplarité en externe. Démontrer concrètement mon engagement social. Donc là, pour venir nourrir votre politique RH existante. S'engager tout en optimisant les coûts grâce à la déduction fiscale. Donc là, avec un argument peut-être un peu financier. Et puis, accroître mon impact sociétal auprès des associations. Si là, vous êtes déjà actif et que vous avez envie d'utiliser ce dispositif pour aller plus loin. Et donc, en gros, alors là, c'est aussi assez marqué et assez tranché dans vos réponses. Clairement, c'est le premier argument qui vous plaît le plus, ou en tout cas que vous utiliseriez peut-être en interne pour convaincre qu'il faut se lancer. Le fait aussi de traiter positivement des fins de carrière, parfois délicates, et d'en faire des vraies transitions. Et ça, on y reviendra parce que c'est vraiment un élément fort des deux témoignages et d'ADP et de Naval aujourd'hui. Et on voit aussi finalement que l'argument fiscal arrive assez loin derrière. Et c'est vrai qu'on a souvent tendance, même quand on en parle, peut-être dans son organisation autour de soi, à souligner ce point-là. Et vous, aujourd'hui, vous nous dites que ce n'est pas forcément celui, en tout cas, sur lequel vous appuierez le plus en termes d'arguments. Ok,
Super. Donc, on a fait un bon premier tour de piste. Et avant de rentrer dans les témoignages, on tenait à faire un petit rappel. Rassurez-vous, ce sera rapide, mais pour tout simplement rappeler ce qu'est le mécénat de fin de carrière et de quoi on parle. Ça paraît simple quand on le dit, mais c'est toujours utile peut-être de se le remémorer, c'est que le mécénat de fin de carrière, ce n'est autre que du mécénat de compétences. Donc, ça veut dire que le cadre dans lequel ça s'inscrit, c'est exactement le même que si vous, aujourd'hui, vous mobilisez déjà certaines de vos équipes sur du mécénat de compétences, que ce soit de courte, de moyenne ou de longue durée. Donc, c'est exactement la même chose, c'est mettre à disposition les expertises de vos équipes au profit d'un organisme d'intérêt général sur son temps de travail. Ça veut dire que, encore une fois, le cadre juridique est le même, c'est un dispositif qui est très encadré, mais ensuite reste à la main de chaque entreprise la durée et les modalités de mise en place, et on le verra justement avec nos deux témoins, parce que vous avez choisi des dispositifs un peu différents. Et pendant que le salarié ou la salariée est en mission, il ou elle reste complètement un salarié de son entreprise. Et donc, sur le cadre fiscal, on en parlait rapidement juste avant. Là aussi, même encadrement finalement et même modalité que pour le mécénat de compétences, c'est-à-dire que en fait, toute mise à disposition donne droit à une réduction fiscale équivalente à 60% du coût réel du temps de travail, donc charges salariales et patronales comprises, pour l'entreprise. Et tout ça, bien évidemment, c'est capé à hauteur de 0,5% du chiffre d'affaires sur l'année. Et ça vient notamment s'ajouter aux différents mécénats et financiers et en nature que vous pouvez réaliser sur l'année. Et donc, à part l'envie, finalement, qu'est-ce qu'il vous faut pour vous lancer ? Un kit juridique, là aussi, qui est assez clair dans son périmètre. En gros, un avenant au contrat de travail qui va venir clarifier entre le salarié et l'entreprise ces nouvelles conditions, ces nouvelles modalités de travail, tout en spécifiant une nouvelle fois que ça ne change rien vraiment à son statut et notamment à ses avantages et bénéfices sociaux. Ensuite, une convention tripartite qui là va venir engager vraiment les trois parties prenantes du mécénat de fin de carrière, à savoir l'entreprise, le collaborateur ou la collaboratrice et l'association. Et donc là, c'est vraiment un document très important qui vient donner le cadre de la mission du collaborateur. Et donc la fiche de mission qui est là est un peu la fiche de poste. En gros, c'est l'équivalent d'une job description que vous pouvez avoir en entreprise et qui va expliquer de manière plus ou moins précise en fonction du souhait et de l'entreprise et du collaborateur et de l'association, vraiment ses missions, ses tâches, ses responsabilités au sein de l'association. Donc, on voit que le cadre, finalement, il est assez simple. Donc, tout ça, c'est très facile à dire. Après, il faut le mettre en place. Et qu'est-ce que ça veut dire aussi en résumé pour vous et pour le collaborateur ou la personne que vous allez, à qui vous allez permettre de faire du mécénat de fin de carrière? En gros, ce n'est pas du bénévolat classique parce qu'on est vraiment sur une mission de long terme. Ce n'est pas une pause dans une carrière, puisqu'à la fin de sa mission, la personne n'a pas vocation à revenir en entreprise. C'est bien une transition vers le passage à la retraite. Et ce n'est pas de l'engagement à la légère parce que ça devient le vrai job de votre collaborateur ou de votre collaboratrice. Et donc, nous, on a l'habitude de dire chez Commit qu'à la fois, ça change tout, parce que ce que la personne va avoir à faire sera complètement différent, son environnement de travail va être complètement différent, sa posture aussi vis-à-vis de l'association sera différente, et en même temps, ça ne change rien, puisqu'encore une fois, on le rappelle, mais la personne reste salariée de l'entreprise et elle continue d'avoir accès à tous les avantages sociaux liés à son entreprise. Donc, voilà, j'espère qu'on n'a pas été trop long, mais on voulait poser ce cadre avec vous. Et donc, on va maintenant rentrer un peu dans le détail du dispositif de Naval avec toi, Françoise. Peut-être, déjà pour démarrer, est-ce que tu peux nous expliquer la philosophie générale du dispositif que vous avez mis en place ? Alors, la philosophie, en fait, je le rappelle, donc c'était dans le cadre donc d'un futur accord GPEC. Donc, on a souhaité offrir à nos collaborateurs la possibilité d'un engagement, d'une expérience, on va dire, professionnelle d'engagement citoyen. Il y a d'autres dispositifs, mais en tout cas, on souhaitait également qu'il y ait celui-là. Et donc, grâce au mécénat de compétences fin de carrière. On a en fait inscrit cet engagement dans une lignée politique d'engagement sociétal du groupe en matière d'implication citoyenne des collaborateurs. Donc, avec trois ambitions.
permettre aux salariés de s'investir pour la société, de faire grandir leurs talents en les mettant au service d'un projet porteur de sens, notamment voilà, pour terminer sa carrière et de vivre une transition, on va dire, plus douce et en tout cas citoyenne entre la vie professionnelle et leur retraite. On a aussi clairement souhaité renforcer le soutien au projet d'intérêt général de la part du groupe et permettre justement à nos collaborateurs de le faire on va dire, dans de bonnes conditions. Effectivement, en leur expliquant bien également ce que tu as mis en lumière, Géraldine, c'est que c'était effectivement pas, c'était un vrai job que ce mécénat de fin de carrière et une vraie implication de leur part. C'est un petit peu, on va dire, la philosophie générale de notre dispositif. D'accord. Et comment peut-être les collaborateurs rentrent dans le dispositif? Comment vous les identifiez? Ils se manifestent? C'est vous qui allez les chercher? Comment ça se passe? En fait, après signature de notre accord, on a mis en place des réunions collectives pour les personnes, pas pour l'ensemble des collaborateurs, mais en tout cas pour toutes les personnes potentiellement dans un dispositif de fin de carrière. Et au cours de ces réunions, on a effectivement discuté des possibilités qu'ils avaient pour terminer leur carrière sur les 2 dernières années, dont le mécénat de compétences. Et ensuite, on va dire, charge à chaque collaborateur intéressé par le sujet de revenir vers son RH pour en discuter. Voilà. OK. Et donc là, on le voit à l'écran, mais en gros, aujourd'hui, c'est Oui. ouvert 2 ans avant l'âge de départ légal à la retraite. Exactement. Le collaborateur donc peut s'engager 2 ans avant son départ à la retraite. Effectivement, on leur demande de s'engager également à partir finalement en retraite quand ils auraient l'obtention du taux plein de la sécurité sociale. On avait capé à 5 ans minimum d'ancienneté. Voilà, parce qu'au cours de discussion, on s'était dit que ce n'était pas forcément les tout derniers à qui on pourrait proposer ce type de dispositif. Et puis, voilà, ça fait quand même l'objet, je le signale quand même, d'une discussion avec son manager, son RH et d'une validation de la part de la RH avant d'entrer dans un dispositif, d'ailleurs, quel qu'il soit, mais en tout cas, dans le dispositif de mécénat de compétences, il y a une validation, on va dire, de la part de l'entreprise. Et justement, peut-être de revenir sur un peu les critères, c'est-à-dire qui peut candidater. Et tu parlais de cette discussion, comment elle s'initie, comment elle s'engage? Tout le monde, on peut, voilà, vraiment, tous les collaborateurs qui sont à 2 ans de la retraite, avec 5 ans d'ancienneté, peuvent candidater, peuvent choisir, on va dire, ce dispositif de fin de carrière. Sur 1 an, enfin, nous, les gens, ils s'inscrivent en fait dans un dispositif de fin de carrière pour une période de 2 ans, pendant laquelle ils ont l'obligation, entre guillemets, de transmettre leurs compétences. C'est un peu du donnant-donnant. Et donc, du coup, le mécénat de compétences, c'est soit pendant 2 ans, à 50% dans notre entreprise et je transmets mes compétences, et à 50% en association où j'ai une mission voilà, que j'ai trouvée avec Commit. Ou alors, pendant 1 année full-time, je transmets mes compétences et puis ensuite, la dernière année, finalement, je suis en association pour répondre aux besoins de l'association. Et en fait, étonnamment ou pas étonnamment, je ne sais pas. Au début, on n'avait vraiment que des gens qui faisaient 1 an. Et maintenant, depuis 2 ans, on a eu les dernières missions, ça a été du 50-50. 50% d'entreprises, je garde donc un pied en entreprise finalement, et 50% en association. Voilà, c'est un peu… mais il n'y a pas de critères autres que, voilà, je vais partir à la retraite. Oui, âge et ancienneté, quoi. Voilà, exactement. OK. Et quel est le rôle des ressources humaines dans le dispositif? Comment vous échangez et vous travaillez Alors, le HRBP, il va vraiment recueillir la demande du collaborateur. Il va s'assurer que le collaborateur en a bien parlé à son manager aussi, qu'il remplit les conditions donc d'âge, d'ancienneté, etc. Et ensuite, il va aussi se charger de prévenir le responsable bénéfice, bon, en l'occurrence moi, pour qu'on déclenche. Une fois que le collaborateur a dit moi, je veux vraiment faire du mécénat de compétences, c'est vraiment ça que je veux faire sur mes dernières années de carrière, à ce moment-là, on va déclencher un accompagnement puisque nos collaborateurs sont accompagnés par Commit et
et j'allais dire presque évidemment, ni le HRBP ni moi-même ne pouvons les accompagner après sur la suite, on va dire, de la mise en place du mécénat. Ok. Et quel type de missions sont proposées? Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples concrets, soit passés, soit qui ont lieu Ouais. là en ce moment? De soit passé, soit… En fait, vraiment, pour l'instant, on a laissé complètement le choix aux collaborateurs d'aller et de chercher finalement aussi avec Commit l'association qui va lui convenir. Certains arrivent en sachant déjà où ils veulent s'investir, mais d'autres ont même parfois du mal à penser qu'ils ont des compétences qui pourraient intéresser des associations. Donc aujourd'hui, on a eu vraiment des missions auprès des apprentis d'Auteuil, on a eu des missions auprès de la LPO, on a eu quelqu'un qui est parti créer comment dirais-je, une épicerie solidaire. Enfin, vraiment, il y a eu toutes sortes de missions et beaucoup, j'ai refait un petit point ce matin, beaucoup de missions d'accompagnement des jeunes dans l'emploi. Ça a été principalement ça qui a été, qui a été fait par nos mécènes, choisi par nos mécènes, pardon. Ok. Et tiens, je me permets, parce que je vois une petite question qui est posée, qui est finalement, alors que le dispositif d'accompagnement, il permet d'aller jusqu'à 3 ans en mission de fin de carrière, pourquoi vous avez choisi 2 ans? Et j'allais dire pourquoi pas, mais non, parce que ça a été négocié comme ça, parce que c'est quand même un coût pour l'entreprise, très clairement. Ce sont des gens qui, effectivement, sont au service comment dirais-je, d'une association, mais comme tu le soulignais aussi, Géraldine, restent complètement nos collaborateurs, c'est-à-dire sont rémunérés par l'entreprise et pour le coup ne produisent plus rien au bénéfice de l'entreprise. Donc, on a trouvé que 2 ans, c'était une bonne temporalité. Par ailleurs, notre accord, il dit quel que soit le dispositif de fin de carrière que tu peux choisir, tu transmets tes compétences pendant 2 ans. Voilà, c'était ça aussi, vraiment notre accord GPEC, il a été signé et construit pour que les gens puissent transmettre leurs compétences pendant 2 ans, puisqu'on est sur des métiers très techniques chez nous qui nécessitent effectivement une longue formation ou en tout cas un long temps pour transmettre ses compétences. Et là aussi, je vois qu'il y a une petite question qui concerne vraiment un des points que tu as mentionné, donc autant la glisser tout de suite, qui est en quoi consiste la transmission de compétences en interne, parce que tu évoquais les 2 formats possibles, Oui. et donc comment ça se matérialise? Alors, en interne, ça va être assez varié. On a des gens qui ont la chance, j'allais dire, de pouvoir transmettre leurs compétences à un alternant, puisque nous, notre principale source d'embauche, ce sont les jeunes en alternance, puisqu'effectivement, on leur apprend tout petit les différents métiers techniques. Ça peut être aussi finalement pour les anciens l'enregistrement. On capte aussi parfois le geste du collaborateur. On fait des captations. Ça peut être aussi. Il y a un livret, on va dire, de transmission des compétences qui est assez complet. Et par exemple, moi, je suis dans un dispositif aujourd'hui où je transmets mes compétences. Évidemment, j'ai pas eu besoin de 2 ans et je vais faire plutôt des fiches techniques avec comment ça se passe au sein du groupe, parce que moi, mes compétences, quelque part, elles sont sur le marché. Donc, on va adapter en fait cette transmission de compétences à l'individu qu'on a devant nous. Mais je dirais que ce qu'il faut retenir, parce que ces dispositifs-là, ils ont été aussi mis en place pour les techniciens chez nous, les ouvriers, c'est beaucoup de la transmission de savoir à quelqu'un ou alors un enregistrement de ce que la personne fait et des fiches. Et voilà. Mais c'est assez suivi. Et là aussi, Géraldine, tu me demandais en quoi le RH, là aussi, le RH accompagne le collaborateur et le manager pour s'assurer que la transmission se fait bien. Ok, super. Et dernier petit point, parce que je vois d'autres questions, mais qui sont plus générales, donc on pourra les prendre à la fin, qui est comment Commit, clairement, vous accompagne sur le dispositif et à quel point voilà, c'est particulièrement important pour toi. Pour moi, c'était absolument, en tout cas, indispensable. Déjà, quand on a commencé à y réfléchir, moi, je me suis dit, ouh là 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 là, mais comment je vais accompagner les gens? Je ne connais pas le tissu associatif. C'est là où mon ami est rentré en ligne de compte. Il m'a dit, mais il ne faut surtout pas que tu deviennes spécialiste là-dessus. Il y a des gens qui font ça, qui vont t'accompagner pour ça. Donc, en fait, nous, on a
depuis qu'on a mis en place le mécénat de compétences, on a toujours travaillé avec Vendredi et puis Commit. Et en fait, pour moi, c'est sauf à ce qu'il y ait quelqu'un en interne dans votre entreprise qui devienne, entre guillemets, spécialiste de ces sujets-là, c'est-à-dire qui connaissent le tissu associatif, qui connaissent le type de mission. Je pense que c'est absolument indispensable. Nous, les collaborateurs, on les envoie. Commit va les aider finalement. Je disais de manière anecdotique tout à l'heure, parfois ils ne savent même pas quelles compétences ils pourraient mettre à disposition d'eux. Donc, ça va être un premier travail qui va être fait entre le collaborateur et Commit. Et puis ensuite, nous, entreprise, ça nous assure que le collaborateur, il va être positionné dans une association qui respecte un engagement sociétal, qui a un certain nombre de critères éthiques et de compliance qui sont indispensables pour nous. Voilà. Donc, je dirais que je pense que c'est un vrai métier, l'accompagnement des collaborateurs qui souhaitent aller en mécénat de compétences et a fortiori encore plus sur 1 an, 2 ans. Enfin, voilà. Et puis, vous nous accompagnez aussi parce que parfois, il peut y avoir souci, hein, on ne va pas se mentir, quelqu'un qui est mal dans une association ou l'association qui a mal formulé son besoin, ou bref, un certain nombre de choses. Et là aussi, vous nous accompagnez à rassurer tout le monde et à trouver potentiellement une autre structure. Ça nous est arrivé qu'une fois, mais ça nous est arrivé à accompagner le collaborateur à trouver une autre structure dans laquelle il sera mieux. Ouais, comme tu le dis, c'est vrai que ça arrive très, très rarement. C'est surtout des belles histoires, les histoires de carrière, mais ça peut également se produire. Et là, à nouveau, vous avez un rôle, et parce que c'est plus simple. Mais moi, je pense que le gros point, c'est surtout la très bonne connaissance du tissu associatif. Eh ben, écoute, merci beaucoup pour ce premier retour d'expérience. On y reviendra avec d'autres questions à la fin. On va passer maintenant au groupe ADP avec toi, Isabelle. Et peut-être une première question qui est liée au fait que vous avez commencé en 2019, le mécénat de fin de carrière, et ça a été relancé en 2024. Donc, comment vous avez fait évoluer le dispositif sur ces 5-6 ans et pourquoi? Alors, effectivement, le dispositif, en fait, nous, il s'inscrit dans le cadre de l'engagement citoyen. Donc, on a une direction de l'engagement citoyen et c'est un des dispositifs que l'on propose à nos collaborateurs. Ils ont notamment, par exemple, 3 jours sur le temps de travail par an pour faire des missions d'engagement citoyen dans des associations d'intérêt général. Donc, c'est un des dispositifs, les missions citoyennes. Et le mécénat de compétences fin de carrière fait partie des différents dispositifs que l'on peut proposer aux collaborateurs, qui sont des dispositifs qui répondent à plein de degrés différents, à leur possibilité de faire de l'engagement, de s'engager auprès d'associations. Quand il a été lancé, en fait, donc c'était au moment de la création et sur un besoin qui était d'une association partenaire. On a, comme c'est précisé, à peu près 15 collaborateurs qui ont été accompagnés depuis. Le plus nombreux par an jusque-là, ça avait été l'année du Covid, donc où on avait 7 collaborateurs en simultané. Qu'on a dû recontacter pour savoir ce qu'ils souhaitaient faire, s'ils souhaitaient continuer en association ou revenir au sein du groupe, parce qu'à ce moment-là, on avait un plan de départ et que sinon les collaborateurs risquaient de passer à côté des conditions de départ. Donc, ça milite sur le fait que les collaborateurs qui sont en mécénat de compétences font toujours partie de l'entreprise et doivent toujours être informés de ce qui s'y passe tout au long, et y compris de leurs différentes missions. Quand on a repris en 2024, on était plutôt sur une structuration de demandes individuelles parce qu'il y avait assez peu de demandes finalement. Là, même encore aujourd'hui, on a 4 collaborateurs qui sont depuis 2 ans en mécénat de compétences. Il se trouve que depuis le nouvel accord, et depuis que l'accord au niveau national est passé à 3 ans, ça a suscité
pas mal de vocations et qu'on a presque autant de demandes en ce moment que de gens qu'on a accompagnés jusque-là. Donc, on est quand même passé à une logique différente de structuration du dispositif parce que ça veut dire plus de demandes de la part des collaborateurs, plus d'attentes, mais aussi donc un positionnement à avoir du groupe ADP, plus un positionnement des associations du tissu associatif justement, pour garder l'essence du dispositif tel qu'on l'entend, c'est-à-dire répondre à un véritable besoin de l'association, que derrière, effectivement, comme Françoise et comme tu l'as dit aussi, Géraldine, derrière, c'est pas, enfin, les collaborateurs partent sur de véritables missions. Et d'autant plus maintenant que c'est passé à 3 ans, on est très, très vigilant sur la typologie des missions. Est-ce que les missions, elles vont garder un intérêt sur la durée, sur la totalité de la durée de la mission? Est-ce qu'il y a de quoi occuper le collaborateur, alors suivant son taux de détachement, chez nous, ils peuvent partir donc soit à 50%, soit à 75% du temps. Donc, s'ils sont soit dans un temps partiel, comment ça s'appelle, un temps partiel fin de carrière, soit dans une retraite progressive. Alors, dans la retraite progressive, en vérité, ça va jusqu'à 80% de détachement, mais bon, voilà. Ils ont des fiches missions qui doivent correspondre à ce qu'ils peuvent faire sur le temps dans lequel ils sont au quotidien, mais aussi sur la totalité de la durée. Et puis, on fait très attention aussi à ce que les missions répondent effectivement à non seulement à leurs aspirations, c'est-à-dire qu'on leur permet justement, c'est un dispositif qui est un formidable outil pour faire des choses que peut-être soit on n'avait pas encore fait, soit qu'on faisait à côté et puis que maintenant on va pouvoir faire presque à temps plein, mais aussi mettre en regard des compétences. Et nous, la première étape que l'on demande à un collaborateur qui ferait une demande, c'est d'étudier justement quelles sont les compétences, non seulement les compétences qu'il a acquises, mais aussi celles qu'il souhaite mettre à disposition. Et puis peut-être faire ressortir des compétences qui intéresseraient les associations et que le collaborateur lui-même n'aurait pas vu, enfin, pour lesquels ne serait pas visible en fait. Des fois, les collaborateurs ont d'énormes possibilités et ils ont parfois oublié qu'ils avaient toutes ces possibilités. Des fois, c'est des talents cachés qu'ils exploitent dans leur vie privée, mais pas forcément oui, dans leur... Oui, on a des talents cachés aussi, ou des collaborateurs qui font des choses qu'ils font depuis tellement longtemps que pour eux, c'est plus, entre guillemets, c'est presque pas une compétence, c'est quelque chose, c'est normal, sauf que pour une association, c'est une compétence énorme. Et j'éclaircis un point parce qu'on a une petite question là-dessus. Quand on indique mission en association de 50 à 75% du temps, c'est bien parce que, comme tu l'as dit, mais peut-être rapidement, en fait, vous, d'abord, le collaborateur rentre dans une logique de temps partiel, donc il réduit son temps de travail, et c'est ce temps de travail-là qu'il consacre ou qu'elle consacre à 100% à une mission en association. Voilà. C'est exactement ça, oui. Et c'est dans le cadre d'une réduction du temps de travail avant le départ en retraite. Exactement. Et peut-être, est-ce que tu peux nous préciser un peu la gouvernance et comment vous onboardez les autres directions, qui est partie prenante finalement du dispositif au sein du groupe? Oui, ça a été pour nous l'occasion de se rapprocher et de vraiment travailler en étroite collaboration avec la DRH. Quand on fait de l'engagement, en fait, on est dans 2 directions différentes. Donc, ça peut, une fois que nos dispositifs sont sur les rails, on n'a pas vraiment de raison de se rencontrer. Là, en l'occurrence, c'est un dispositif qui nécessite une étroite collaboration avec la RH. D'abord parce que effectivement, c'est dans le cadre de départ en fin de carrière. Donc, il y a toute la partie éligibilité qui doit être validée par les RH. Il y a aussi l'explication de toutes ces possibilités, de ces dispositifs RH qui sont accessibles aux collaborateurs. Et puis, en vérité, le mécénat de compétences fin de carrière, c'est une des possibilités de tous ces dispositifs possibles. Et par contre, ça permet quelque chose qui est assez structurant pour les équipes, c'est-à-dire que si effectivement le collaborateur part en mécénat de compétences fin de carrière, il est
il n'est plus dans l'effectif de son entreprise, de son équipe d'origine. Donc forcément, c'est très structurant pour l'équipe en question. Ça veut dire il y a une étroite collaboration à avoir aussi avec les managers, donc les RH, le collaborateur, pour organiser. L'autre chose que tu disais, François, c'est le transfert des compétences avant le départ de l'entreprise pour ne pas qu'elle soit perdue. Et aussi, ensuite, peut-être le fait que est-ce qu'on va recruter derrière ou pas, etc. Et du coup, nous, ça nous a obligés à mettre en place quelque chose d'assez structurant quand même, c'est que les collaborateurs qui partent en mécénat de compétences sont totalement détachés donc de leur équipe d'origine et sont pris en charge sur notre équipe, alors sur un compte spécial quand même de notre équipe. Mais voilà, pour pouvoir véritablement libérer la place, parce que sinon, je ne pense pas qu'il y aurait beaucoup de managers qui accepteraient d'avoir la double peine, entre guillemets, c'est-à-dire plus le collaborateur et toujours sa charge, par contre, en termes de salaire. Donc, voilà, ça a demandé vraiment une structuration très, très importante et ça nécessite une véritable collaboration très, très étroite au quotidien avec les RH, les managers, à tel point aussi qu'on a mis en place un comité d'instruction des demandes, de validation des demandes, en fait, on pourrait dire. Et c'est qu'une fois que le collaborateur et nous, la direction de l'engagement citoyen, on a travaillé sur un projet avant qu'il soit véritablement validé et que le départ puisse être acté, eh bien, on présente la totalité des projets à ce comité qui est composé de la DRH, de notre DRH, de notre directrice de l'engagement citoyen et puis de personnes représentatives de l'entreprise. Et voilà, c'est une décision collégiale qui est prise sur des critères qu'on a établis de façon à ce qu'il y ait une équité par rapport au projet proposé, que ce soit en typologie de personnes, c'est-à-dire on veille à ce qu'il n'y ait pas uniquement des cadres supérieurs qui puissent partir parce qu'ils ont la connaissance des dispositifs, etc. On a aussi, nous, beaucoup de personnel en exploitation qui sont des gens sur tableau de service, qui ne connaissent pas forcément les possibilités ou qui n'ont pas forcément eu la possibilité de faire de l'engagement citoyen tout au long de leur carrière. C'est important qu'ils puissent aussi avoir accès à ces dispositifs. Et peut-être justement, comment vous accompagnez, c'est quoi le parcours du collaborateur ou de la collaboratrice une fois qu'il ou elle est rentrée dans le dispositif et comment vous intervenez côté ADP et comment ça s'interface avec les équipes commit qui accompagnent vos collaborateurs? En fait, la première chose, c'est qu'on demande aux collaborateurs qui seraient intéressés par le dispositif d'être vraiment acteur de ce qu'il souhaite faire. C'est-à-dire que, certes, on est là au tout début pour lui donner des renseignements sur le dispositif, sur comment ça se déroule, ce que ça intègre, comme par exemple le fait qu'il va libérer son poste, etc., et ce qui explique pourquoi il doit être aussi en étroite collaboration avec son manager et avec son RRH avant tout. Il y a aussi il y a une phase où on va lui demander de refaire un CV, de justement essayer d'aller trouver ses... alors, on ne laisse pas tout seul, il y a des outils pour ça au sein de la maison, mais ses compétences, etc. Ça, c'est des outils qui ont été mis en place par les RH et qu'on utilise beaucoup au moment de la préparation. On veut que les collaborateurs soient vraiment acteurs de leur projet. Et ensuite, une fois qu'ils ont une idée un petit peu plus précise des choses, qu'ils ont un peu vu ce qu'il en était, ils peuvent commencer à aller contacter des associations, etc. Si ce sont des collaborateurs qui n'ont absolument aucune idée de ce qu'ils peuvent faire, etc., alors Commit et à la base Vendredi avec laquelle on avait commencé à travailler, c'est là où on a vraiment besoin justement de cet apport de spécialistes, parce que nous, on a des associations partenaires avec lesquelles on travaille, puisqu'on est à la direction d'engagement citoyen, on a à peu près une centaine d'associations avec lesquelles on est partenaire, et
des associations très étroites avec lesquelles on est partenaire et qui nous envoient des demandes de mécénat de compétences. On en a à peu près une dizaine. Donc, en catalogue, on peut avoir des demandes. Mais justement, c'est absolument pas suffisant pour répondre à la totalité des demandes, mais surtout à la diversité des profils. Voilà. Et donc, là où on travaille beaucoup avec Commit, c'est sur des profils un peu particuliers d'accompagnement, pour les accompagner, pour qu'ils puissent dire ce qu'ils veulent faire, comment ils veulent le faire, où ils veulent le faire. Et voilà, je pense que Commit a la tâche la plus difficile dans tout le parcours, c'est effectivement de trouver des missions sur les critères dont on a parlé, hein, qui sont des critères où il faut que la mission elle soit une véritable mission, qu'elle tienne sur la durée totale, etc. Et donc, voilà comment on leur laisse la partie la plus difficile. Et en plus, on est tous constamment ensemble parce qu'effectivement, on fait en sorte de le faire en collaboration, de faire que notre collaborateur n'ait pas l'impression d'être livré à quelqu'un de totalement externe non plus, même si c'est un partenaire. Bien sûr. Et peut-être, est-ce que tu peux nous donner, peut-être pour terminer, avant de repasser à une session plus conversationnelle entre nous trois, un ou deux exemples de missions concrètes pareil, qui ont été faites ou qui sont en ce moment menées par tes équipes? Oui, j'étais très contente d'apprendre il y a quelques temps, je cherchais une mission pour une collaboratrice. Alors, c'est exceptionnel, c'est une collaboratrice qui va partir en province, qui est susceptible de partir en province. Jusque-là, depuis le dernier accord, on a remis les associations, les missions sur les territoires proches des aéroports. Mais jusque-là, c'était le mécénat de compétences fin de carrière était un des rares mécénats que chez nous, on pouvait faire un peu partout en France. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais il se trouve qu'on a une collaboratrice qui était partie pendant 2 ans dans une association, qui a terminé son mécénat de compétences et qui est passée maintenant bénévole dans cette association. Elle est passée présidente de cette association. C'est un comptoir de réparation de matériel de seconde main qui met à disposition des populations du matériel, qui aide à faire des réparations, etc. Et il se trouve qu'elle est passée présidente en tant que bénévole maintenant de cette association. Et du coup, elle nous a redemandé un collaborateur ou une collaboratrice pour pouvoir prendre une partie de ce qu'elle faisait, elle, pendant ce qu'elle a fait pendant sa mission, et l'étendre, voilà, de façon à traiter une partie des besoins qu'ils avaient pour faire de la sensibilisation dans les écoles, pour tout ce qui est numérique responsable. Voilà, parce que c'est un des éléments qu'ils font beaucoup au sein de l'association. Donc, je trouvais que c'était une jolie progression de se dire que voilà, un collaborateur avait pu faire pendant 2 ans une mission, qu'elle était passée responsable de l'association en question et qu'aujourd'hui, elle nous demandait une nouvelle collaboratrice ou collaborateur pour travailler dans cette mission. Et après, on a beaucoup, beaucoup d'autres missions qui sont hyper intéressantes et très inspirantes auprès de fondations aussi pour la protection du patrimoine, etc. Vraiment, je suis souvent étonnée de la qualité des missions et de ce que peuvent faire les collaborateurs pendant ce dispositif. Ouais, tu le disais, c'est vrai que c'est aussi pour les associations un moyen de recruter des bénévoles qui vont continuer de s'impliquer dans les associations après la fin de leur mécénat de fin de carrière. Et c'est d'ailleurs un des objectifs vraiment majeurs de ce dispositif, c'est d'ancrer l'engagement dans la durée. Merci beaucoup pour l'exposition de vos cas, on va dire, spécifiques. Et là, moi, j'ai envie en complément des quelques questions du chat, du module questions, mais auxquelles on n'a pas encore répondu, mais peut-être de vous faire rebondir sur quelques questions d'inspiration, justement, pour peut-être aiguiller les entreprises qui se posent des questions. Mais peut-être la première, ce serait s'il y avait une chose à anticiper dès le départ, vous qui avez le recul, qu'est-ce que vous recommanderiez tout de suite de mettre en place au moment où vous lancez, pardon. Peut-être Françoise, te laisser réagir en premier sur cette question.
Alors moi, je pense qu'il y a une chose qui va être triviale et pas du tout, pas forcément très agréable, mais en fait, c'est le volet budgétaire. Je pense qu'il faut vraiment le prévoir, bien prévoir que le collaborateur, évidemment, va continuer à être payé, évidemment, voilà, va participer s'il y a un plan d'actionnariat, enfin, va continuer à être comme s'il était dans l'entreprise, sauf que le manager nous dit, ah oui, mais bon, pour moi, il ne travaille plus. Donc, il faut vraiment prévoir ce volet budgétaire, vraiment le prévoir et basculer la charge des salaires sur un budget spécifique. Ça peut être RSE, ça peut être un budget RH particulier dans le cadre d'un accord. Enfin, je pense que nous je le dis d'autant plus qu'on l'avait pas trop, enfin, on l'avait assez bien anticipé, mais pas complètement. On n'était pas allé jusqu'au bout de la démarche et ça nous est quand même revenu en boomerang avec des managers qui nous disent oh, ben non, en fait, je n'avais pas bien compris l'affaire. Mais donc voilà, il faut pour que tout le monde soit à l'aise avec ça. Comme le disait, je crois, Isabelle, bah, c'est vrai que déjà le manager hyper entre guillemets son collaborateur. Donc bon voilà, il faut le volet budgétaire, il est vraiment à bien, c'est pas le plus glamour, mais il est à bien calibrer dès le début. Ok, très clair. Isabelle, de ton côté? Oui, clair. C'est vraiment la première chose, c'est qui paye en vérité, parce que sinon, en fait, sinon il y a et ça se comprend, hein, il n'y a aucun manager qui libérerait à la fois se priver de compétences et continuer à payer. Donc, c'est vraiment important de trouver la solution pour sortir le collaborateur du budget des équipes. Sinon, ça fausse totalement la donne. C'est-à-dire que, enfin, même pour aujourd'hui en plus, un collaborateur, voilà, c'est indispensable. Il y a possibilité de réembaucher derrière si effectivement le collaborateur est bien sorti de l'équipe. C'est quelque chose qu'il faut anticiper en premier lieu, de façon à laisser la liberté de choix, que ce soit au manager, aux collaborateurs et en vérité à l'entreprise. Est-ce que justement l'entreprise recrute derrière ou pas? Est-ce qu'il y a réorganisation de l'entité, etc., etc. C'est toutes ces questions-là qui vont se poser, contrairement à... Enfin, on n'imagine pas, mais d'autant que ça peut toucher des collaborateurs qui sont des cadres structurants. Ou, voilà, ça touche tous les types de collaborateurs. Et une question pour vous deux là aussi, mais qu'est-ce qui vous a le plus surpris, vous, un élément voilà, vraiment d'étonnement là aussi? Françoise, peut-être on commence par toi. Moi, ce qui m'a le plus surpris, c'est d'une part la diversité. Nous, on laisse vraiment, je pense, davantage que dans le dispositif proposé par Isabelle, on intervient vraiment très, très peu sur le choix, on va dire, des collaborateurs. Mais ce qui m'a surpris, c'est bien sûr la diversité des choix qu'ont fait finalement les collaborateurs et, je dirais, par essence même, les collaborateurs eux-mêmes, parce qu'en fait, je ne vous cache pas que quand on a commencé à en discuter, on m'a dit « Oh là là, mais ça va être un truc de bobo parisien. » Et puis voilà. Et en fait, nous, on est implantés sur toute la France et nos mécénats de compétences, je crois qu'il y en a eu 1 ou 2 à Paris. Mais sinon, globalement, ça a été tout le temps en province. Ça n'a pas du tout été sur du cadre sup. Ça a été principalement sur des personnels qui étaient techniciens, ouvriers. Alors, ils sont assez qualifiés chez nous, hein, les ouvriers. Néanmoins, enfin, voilà, c'est ça qui m'a surpris le plus. C'est en fait l'engouement de tous, quelles que soient finalement les catégories socio-professionnelles. Bon, voilà, c'est quelque chose d'assez personnel, je pense, le mécénat de compétences. Et du coup, on a vu émerger toutes sortes de profils dans toutes sortes d'associations. Et ça, c'était quand même un peu une surprise. Isabelle? Oui, bah, j'ai du mal à m'exprimer parce qu'on n'intervient pas du tout dans le choix des collaborateurs. Justement, la spécificité de la direction d'engagement citoyen, c'est qu'elle permet aux collaborateurs d'aller dans la totalité des domaines de l'engagement. C'est ce qui nous différenciait de notre fondation d'entreprise qui, elle, intervenait dans D'accord, j'avais mal compris. le décrochage scolaire, donc uniquement dans ces cas-là. Et on a
créé vraiment la direction de l'engagement citoyen pour pouvoir ouvrir à la totalité des autres domaines. La seule chose, mais tu as raison de ce côté-là, la seule chose sur laquelle on insiste, c'est à ce que les mécénats de compétences soient sur les territoires entourant les aéroports, parce que c'est notre raison d'être aussi en tant que direction de l'engagement citoyen. On intervient sur les territoires et on souhaite avoir une action positive sur les territoires environnants. Mais pour ce qui est des domaines, et on revient là à ce qui m'a surpris, parce que je pense que c'est la même chose que pour toi, c'est que la diversité déjà des missions qui sont confiées à nos collaborateurs, je vois que vraiment, et c'est aussi sans doute pour les collaborateurs quelque chose qui doit être assez gratifiant, c'est que d'un seul coup, même si je ne dis pas que dans l'entreprise, peut-être ils avaient oublié la valeur qu'ils pouvaient avoir, pas du tout même. Mais par contre, on voit effectivement que les collaborateurs, ils sont accueillis à bras ouverts par les associations, parce qu'effectivement, on s'aperçoit que leurs compétences sont vraiment recherchées, qu'elles sont vraiment utiles aux associations dans tous les domaines de l'engagement citoyen, et vraiment à des niveaux aussi qui sont hyper importants, quel que soit, j'aime bien le rappeler, la fonction qu'a exercé le collaborateur pendant ses missions. C'est-à-dire que c'est aussi ça, quelque chose qui est très beau, c'est qu'il y a un côté, c'est pas parce que vous avez été, entre guillemets, je vais prendre un exemple basique, assistante de direction pendant toute votre vie, que dans une association, vous n'allez pas pouvoir avoir des fonctions qui sont totalement autres. Je pense d'ailleurs une personne que je connais qui va prendre en main un espèce de petit camion qui va aller dans les villages un petit peu reculés pour aller à la rencontre des populations, etc. Voilà, je ne pense pas que c'était pas du tout sa fonction avant, mais effectivement, elle a les compétences elle a le truc, ça a très bien matché avec l'association. Je trouve que le projet est fabuleux, parce que c'est quelque chose qu'ils lancent en plus et auquel ils croient vraiment. Et ils vont le confier à une de nos collaboratrices. Donc oui, diversité des profils, diversité des missions, des possibilités. Ça ouvre vraiment pour les collaborateurs le champ des possibles pour une fin de carrière qui est vraiment relancée. C'est pas voilà, fin de carrière. Donc là, on relance la dernière étape de la carrière. Et on a eu une question sur le chat qui pointait les refus. Est-ce que vous avez déjà refusé des demandes, et comment vous traitez et comment vous expliquez ce refus, ou pour vous, quel serait l'argument principal qui justifierait un refus vis-à-vis d'une demande d'un collaborateur? Je vais démarrer. Nous, on n'a jamais refusé, en fait. On a eu que des demandes acceptables, soit ce qui pourrait être un motif de refus, ça serait que la personne n'est pas à l'âge qu'il faut et pas à l'ancienneté qu'il faut, ou quelque chose d'un peu technique, ou alors qu'elle souhaite s'investir dans une association, par exemple avec une forte connotation religieuse ou des choses comme ça. Ça, on ne souhaiterait pas. On ne participerait pas. Mais voilà, jusqu'à maintenant, on n'a vraiment pas du tout été amené à refuser. J'allais dire, les gens chez nous, d'abord, ils réfléchissent à leur fin de carrière, ils font leur bilan de retraite individuelle, tout ça, et après, entre guillemets, ils choisissent un dispositif. Donc, une fois qu'ils ont choisi le dispositif, au cours de toutes ces réflexions, en général, ils sont accompagnés par le RH. Donc, globalement, en tout cas, nous, on n'a pas été amenés à refuser aucun mécénat. Ok. Alors moi, j'en ai eu un la semaine dernière. Donc, alors, et on est resté sur le fait que la mission n'était pas aboutie. C'est-à-dire que quand on a rediscuté avec le collaborateur, quand on a rediscuté avec l'association, on s'est aperçu qu'en fait, entre les deux, il y avait certes une fiche mission qui aurait pu être envisagée, il y avait eu des rencontres, il y avait eu des échanges, etc. Mais par contre, en fait, c'était pas encore prêt. Voilà, c'est une question de maturité de la demande, et on reste sur c'est pas un refus
en tout cas, c'est un refus de cette mission n'est pas arrivée à maturité pour pouvoir envisager un départ en association. Comme je disais, c'est une des choses qu'on regarde particulièrement, par contre, c'est est-ce que la mission va durer sur les 3 ans. 3 ans, ça commence à faire beaucoup et il ne faut pas que ce soit qu'on mette en danger non plus le collaborateur, qu'on mette en échec le collaborateur à vouloir à tout prix partir sur une mission si cette mission elle n'est pas pensée jusqu'au bout et jusqu'à son départ, puisque il devra la tenir jusqu'au moment de son départ en retraite à taux plein, puisque c'est le coup près. Et voilà, on est resté sur le fait que voilà, la mission en tant que telle, pour l'instant, n'était pas aboutie et voilà, la mission n'était pas aboutie. Ok. Pas assez de cadrage et de fond dans la mission. Et puis le collaborateur aussi, hein, il avait choisi une association qui était très très loin de son domicile. C'est absolument impossible d'imaginer voilà, qu'il va faire 120 km par jour pour aller faire une mission. Voilà. L'exemple. Du coup, ça me fait penser qu'on en a quand même refusé une. Un collaborateur qui voulait s'engager dans une association en dehors de la France. Voilà. Ok. Des problématiques d'assurance, là, pour le coup. Oui. Là, c'est encore un autre aspect du discours. Exactement. Qui le complexifie davantage pour très peu de demandes, on imagine. Et justement, on a quelques réactions qui nous interrogent sur comment mettre en valeur ce dispositif, à quel moment du parcours du collaborateur en parler, quelle peut-être communication est faite pour être sûr que le dispositif trouve preneur. Peut-être un exemple dans chacune de vos maisons. Oui. Nous, on le met en valeur, on communique très régulièrement sur notre accord. Enfin, quand je dis très régulièrement, c'est assez institutionnalisé aujourd'hui. On a un moment avec nos collaborateurs chaque année au cours de réunions qui vont aller sur chacun de nos établissements. Les collaborateurs s'inscrivent et là, effectivement, on va détailler les différents dispositifs de fin de carrière et on va notamment détailler le mécénat de compétences. Et puis, on essaye une fois ou 2 dans l'année. On a des systèmes comme dans beaucoup d'entreprises de communication, de flash, de machin, de trucs, de parler qu'un mécène, pour le coup, nous donne quelques éléments sur ce qu'il est en train de vivre en entreprise et donc quelques lignes sur comment ça se passe pour lui ou elle et du coup, un rappel que ça existe, que c'est dans les dispositifs de fin de carrière, etc. On a communiqué comme ça. Alors, c'est vrai que 20 collaborateurs au niveau d'un groupe comme le nôtre, ça peut paraître faible, mais ça n'est pas tant que ça finalement, parce qu'il y a d'autres choses qui sont prévues et que les gens, il faut se rappeler, partent longtemps. Donc, c'est pas les mêmes financements. Oui, ce n'est pas des dispositifs de masse, évidemment, quelle que soit la taille du groupe. Ça peut paraître peu, mais quand même, c'est déjà pas mal. Ok. Isabelle, vous, sur la promotion du dispositif? Oui, nous, on s'est greffé justement dans toutes les communications déjà des RH de préparation de fin de carrière. On s'est dit qu'on aurait plus de clients à ce moment-là. Et puis, on est dans le cadre de la direction de l'engagement citoyen, donc on expose chacun de nos dispositifs au fur et à mesure. C'est des dispositifs, il y a plein de dispositifs différents qui peuvent faire tout au long justement de leur carrière. Donc, on est beaucoup dans ce cadre-là. Et aussi, on en parle beaucoup par rapport à l'impact que cela peut avoir sur les territoires, parce qu'effectivement, on considère comme un investissement sociétal, en fait, puisque en vérité, quand vous avez un collaborateur qui va travailler dans une association d'intérêt général sur un de vos territoires, c'est quelque chose qui peut vraiment être mis en avant parce que c'est tout de suite un nombre d'heures assez conséquent. Et donc, ça a un impact par rapport à ça si on suit ce genre de choses. Donc, voilà, on en parle beaucoup à ce moment-là aussi.
Ok. Et peut-être pour terminer, parce que je pense qu'on a fait le tour des questions les plus générales, et sachant qu'on les a prises au fur et à mesure, donc bien évidemment, celles qu'on n'aura pas traitées, on vous enverra les réponses dans le kit de ressources qui vous sera envoyé à la fin à quelques jours après ce webinaire. Mais peut-être un dernier mot pour chacune, le dernier conseil que vous donneriez à une entreprise qui est en train de se lancer. Moi, je dirais d'être accompagné, de ne pas y aller, en tout cas quand c'est dans la responsabilité du responsable bénéfice, et dans la politique d'une entreprise, je crois que chacun son métier, et d'être accompagné, en l'occurrence par Commit, mais vraiment d'être accompagné parce que le milieu associatif, ça ne s'improvise pas, et voilà, c'est des manières de faire différentes de celui de l'entreprise. Ce serait vraiment mon conseil. Isabelle ? Oui, l'accompagnement, oui, c'est important parce qu'en vérité, même quand on peut gérer certaines demandes directement, il y en a certaines qu'on ne pourra pas parce que, voilà, donc il y a des situations qui sont plus compliquées que d'autres, donc alors, sauf à ce que ce soit peut-être intégré à la RH ou des choses comme ça, mais sinon, voilà, il faut voir que c'est quand même un projet, c'est quelque chose qui mixe un projet d'entreprise, un projet personnel aussi pour le collaborateur, et quand même une petite remise en question parce que aller travailler quand on a fait toute sa carrière dans une entreprise, aller travailler dans une association, c'est quand même un petit pas de côté par rapport à tout ça. Et il y a quand même des choses, d'ailleurs, on s'est rendu compte, nous, qu'il fallait qu'on fasse, c'est par exemple, c'est quel mindset vous avez quand vous allez dans une association alors que vous avez fait toute votre carrière dans une entreprise industrielle. Je prends un autre exemple, par exemple, parce que voilà, ça vous met quand même certaines choses, et il faut y penser. Il faut y penser pour bien préparer son détachement. Et moi, la chose que je dirais, c'est considérer-le pas seulement comme un coût, parce qu'il y a un vrai avantage, que ce soit pour l'entreprise de montrer que vraiment les parcours de ses collaborateurs sont importants. Pour les associations, voilà, elles ont vraiment besoin de ces compétences-là. Et pour le collaborateur, c'est quand même une nouvelle aventure. Moi, j'ai l'habitude de leur dire, c'est comme si ils mettaient toute une vie d'expérience au bénéfice de l'engagement citoyen. Et des fois, on n'a pas forcément eu l'occasion de le faire pendant toute sa carrière. Donc, d'un seul coup, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Et pour tout le monde, c'est un dispositif gagnant, 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 même si ça reste un dispositif effectivement un peu coûteux. Merci beaucoup à toutes les deux. Il est 12h32, donc on va rendre l'antenne. Mais on ne s'arrête pas là. Comme on vous le disait peut-être au démarrage, l'idée c'est de vous équiper et de vous donner de la matière pour continuer à réfléchir. Donc le lien du replay vous sera accessible, et donc vous pourrez vous aussi l'envoyer peut-être à d'autres personnes au sein de vos structures qui n'auraient pas pu assister à ce webinaire. Et puis un kit de ressources avec quelques tips, des exemples, quelques bonnes pratiques pour se lancer. Merci encore vraiment à toutes les deux, Françoise et Isabelle, pour le temps que vous avez passé avec nous et vos témoignages inspirants. Bien évidemment que sans doute ça suscitera d'autres questions chez les personnes qui étaient connectées aujourd'hui, donc on essaiera de garder le fil et le lien tout ensemble. Merci. Merci beaucoup. Et à très bientôt. À très bientôt.